Merci beaucoup de nous permettre de parler de ce type de régime de responsabilité qui n'est pas souvent usité, qui est quand même relativement pas marginal, mais c'est quand même une niche. Et merci beaucoup de nous permettre, merci à l'Université de Milan de nous recevoir. C'est toujours intéressant de revenir sur les bancs de l'université et de vous faire part un peu de notre activité qui n'est pas que théorique, évidemment, puisqu'on a affaire à des dossiers qui sont parfois tout à fait extraordinaires et parfois voilà, qui nous créent des nœuds au cerveau. Nous allons avec Davia Zegout aborder la responsabilité ou les régimes de responsabilité applicables au transport aérien et au transport de passagers. D'abord, je vais faire un petit liminaire puisque nous sommes sur la loi Badinter et de manière tout à fait contre-intuitive, la loi Badinter peut s'appliquer, s'est appliquée aussi dans le cadre d'accidents impliquant des avions. Alors, je dis bien des accidents impliquant des avions parce qu'il ne s'agit pas d'un accident aérien, évidemment. Il s'agit d'une situation où, en l'espèce, je crois que c'était un Airbus qui avait 150 passagers, tous prêts à partir en vacances aux Seychelles le 24 décembre. Tout se passe bien. Et puis, le véhicule push, puisque le véhicule push, c'est un tracteur qui pousse l'avion pour quitter le parking, pour se mettre sur la phase de décollage. Et ce véhicule push, eh bien, il se trouve que le conducteur avait aussi bien fêté Noël, était très alcoolisé et a donc poussé l'avion dans les barrières de l'aéroport. Donc évidemment, très très gros dommages, des dommages heureusement purement matériels, mais très gros dommages, évidemment, les vacances un petit peu gâchées. Donc il y a eu ce dossier dans lequel donc, je suis intervenue, a appliqué, je crois pour la première fois, la loi de 85 à un accident ayant causé des dommages à un avion, mais la question était de savoir qui était impliqué, et c'était bien le véhicule push qui était impliqué. La question a été posée de savoir si l'avion était une remorque. L'avion n'est pas une remorque, et donc l'assureur du véhicule push a donc indemnisé l'opérateur dans ce dossier. C'est un arrêt du 5 avril 2011 de la Cour d'appel de Paris. Quelques exemples de sports et d'activités aériennes qui génèrent des dommages. Alors, on est ici à la montagne et Dieu sait s'il y a beaucoup de sports aériens qui ont lieu ici. Beaucoup d'accidents, que ce soit des parapentes, qui sont, j'ai l'impression, moi, qui sont en augmentation. En tout cas, il y a beaucoup de parapentes. Enfin, voilà, tout le monde veut faire du parapente aujourd'hui. Du deltaplane, du parachutisme, des montgolfières, du planeur, pardon. Et évidemment, l'avion commercial que l'on connaît, que l'on peut prendre voilà, quand on part en vacances, etc. Et évidemment aussi les accidents d'aviation dites légères. C'est-à-dire qu'un tour en avion, des amateurs qui sont pilotes d'avion et qui prennent quelqu'un avec eux pour faire une petite balade, etc. Alors, je commencerai par le régime juridique applicable aux accidents aériens de passagers, pas aux accidents, oui, si au transport aérien de passagers internationaux. C'est l'exemple, voilà, quand il y a un accident, c'est des accidents qui sont évidemment graves. Certaines d'entre vous ont été impliqués dans le crash de Rio-Paris. Il y a le crash de Germanwings aussi. Vous rappellerez, c'est ça, ce pilote qui s'est suicidé avec tous les passagers justement dans les Alpes françaises. Les deux Boeing 737 MAX qui se sont crashés successivement en 2018 et en 2019 en Indonésie et en Éthiopie.
dans ces dossiers, et là, les régimes de responsabilité que j'aborde ici, c'est le régime de responsabilité à l'égard de la compagnie aérienne. Parce que, je le verrai plus tard, mais très souvent, les accidents aériens donnent lieu à une mise en jeu de la responsabilité, non seulement de la compagnie aérienne, mais aussi du fabricant. Il peut y avoir aussi d'autres intervenants. Et donc, quand on est sur la responsabilité du fabricant, le plus souvent, c'est la responsabilité du fait des produits défectueux. En l'espèce, la Convention de Montréal en 1999 sur l'harmonisation des régimes d'indemnisation des passagers, c'est une convention qui vise à harmoniser la responsabilité, les problèmes de compétences, les problèmes de prescription dans tous les États membres qui ont signataires de cette convention. Il y en a 141, la France l'a ratifiée en 2004. Alors, c'est une convention qui est assez dense, qui couvre les retards d'avion, qui couvre aussi les pertes de bagages, etc. Mais là, en l'occurrence, ce qui nous occupe, ce sont les lésions corporelles et les dommages et les décès. Donc, la Convention de Montréal de 1999, pour vraiment avoir les grands principes, d'abord, c'est une convention qui est exclusivement applicable dans les relations entre le passager et la compagnie aérienne. On ne pourrait pas appliquer le droit commun. La Cour de cassation a d'ailleurs rendu une décision en 2013 qui confirme que c'est exclusif et que seule la Convention de Montréal est applicable. Il faut qu'il y ait un accident. Alors, un accident, que je vais vous donner plus tard, il faut aussi, et je reviendrai plus tard sur cette notion, une responsabilité sans faute jusqu'à un certain plafond et au-delà une exonération possible si la compagnie aérienne démontre qu'elle n'a pas commis de faute, une prescription qui est très courte et des juridictions exclusives. Donc, grosso modo, c'est un peu ce qu'il faut retenir de cette convention. Sur l'accident, tout n'est pas accident. C'est-à-dire que vous avez un dommage dans un avion, ça n'est pas forcément un accident qui donnera lieu à une indemnisation, même si la compagnie aérienne est responsable à titre responsable sans faute jusqu'à 180 000 € de dommages. Mais néanmoins, il faut qu'il s'agisse d'un fait soudain, inhabituel, anormal et extérieur à la victime. Donc, un risque il ne suffit pas d'un accident peut avoir été commis, peut avoir été en tout cas subi sans que la compagnie aérienne soit responsable. C'est le cas par exemple d'une embolie pulmonaire qu'un passager pourrait subir dans un avion, dans la mesure où rien ne pourrait être reproché à la compagnie aérienne dans le cadre du vol qui aurait pu causer cette embolie. Alors la responsabilité de la compagnie aérienne ne va pas nécessairement être engagée. En revanche, si les conséquences de l'embolie pulmonaire sont le fait d'une négligence, alors là, nous ne sommes plus sur le caractère, il y a un caractère extérieur à la victime, on est sur un accident. Alors, les accidents, sans parler des accidents qui sont liés à des crashs aériens, etc., mais les accidents que l'on peut avoir dans le cadre d'un vol commercial international, c'est un gobelet de café qui brûle, c'est un bagage qui tombe sur la tête, c'est une chute qui est causée par une configuration de l'avion. J'ai vu récemment une dame qui était dans les toilettes et qui a reçu carrément une paroi de l'avion qui lui est tombée dessus dans les toilettes. Enfin bon, voilà, il y a des dossiers comme ça. Ça, ce sont des accidents qui donnent lieu à une indemnisation. Il n'est pas un accident, en revanche, une personne, un passager qui sort de l'avion, tombe au moment du débarquement, quoi, de la désembarcation, d'ailleurs,
et s'il est tombé tout seul. Enfin, il faut qu'il y ait, par exemple, un défaut d'une certaine façon, il faut que quelque chose soit lié à la compagnie aérienne pour qu'il y ait un accident. Alors, le régime de responsabilité de la compagnie aérienne, c'est un régime sans faute pour les accidents ayant causé des dommages de lésions corporelles et décès, jusqu'à 151 880 DTS, ça c'est depuis octobre 2024, soit environ 187 971 €. Donc, au-delà, le transporteur a une présomption de responsabilité dont il peut s'exonérer s'il démontre que le dommage n'est pas dû à sa propre négligence, son acte ou son omission, et si les dommages sont dus uniquement à la négligence d'un tiers. Et donc là, on arrive, le tiers étant souvent le fabricant de l'avion. La prescription est de 2 ans, comptée de l'arrivée à destination, du jour de la ligne relève. Alors, pour interrompre la prescription, c'est une assignation. Il y a possibilité de repousser la prescription avec accord de l'assureur. Il peut y avoir des accords pour repousser la prescription. La convention prévoit aussi des compétences juridictionnelles exclusives. Et il y a donc 4 plus 1 compétence exclusive. Donc là, à nouveau, ce n'est pas le domicile du défendeur. C'est vraiment absolument, il faut respecter cette compétence. Alors, ça, je l'ai déjà dit. Donc, la résidence, le domicile du transporteur, le siège principal de l'exploitation, le lieu d'établissement, etc. Donc, ça signifie quand même que quand même, pour revenir sur cette compétence, ça veut dire aussi qu'un client français ou un passager français, on va dire, qui vient vous voir et qu'il y a eu un accident dans le cadre d'un vol entre, je ne sais pas moi, le Mali et l'Éthiopie, par exemple, il va falloir quand même réfléchir ou saisir, le cas échéant, la demande en indemnisation contre la compagnie aérienne. Alors, il y a quand même, heureusement, dans le cadre de lésions corporelles, il y a ce 5e compétence qui est la résidence de la victime, qui est aussi le lieu d'exploitation de la compagnie aérienne et le lieu d'activité de transport aérien. Les grandes compagnies ont quand même un lieu d'exploitation en France, mais ça n'est pas toujours simple. Les vols internes de passagers, eux, là, on a un régime de responsabilité qui a longtemps été différent du régime de responsabilité des vols internationaux. Alors, le transport aérien, j'aurais peut-être commencer par ça, mais le vol commercial, on a bien en tête ce qu'est un transport. Un transport, c'est un acheminement d'un endroit A à un endroit B à titre exclusif. Et donc, bien, on parlera tout à l'heure, c'est très différent de ce qu'on va appeler du travail aérien, où l'objet est de faire autre chose que de se transporter, c'est-à-dire prendre des photographies aériennes, etc., faire même une leçon d'aviation. Ce n'est pas un transport aérien. Donc, les responsabilités, enfin, le régime de responsabilité n'est pas le même. Les vols internes qui sont considérés comme des transports aériens, c'est le baptême de l'air, par exemple, le baptême de l'air dans un avion, mais aussi des baptêmes de l'air parapente. Ce sont des transports aériens. Le vol gratuit d'agrément, c'est typiquement un vol dans un petit avion dans lequel un passager est invité voilà, pour faire une petite balade, une balade aérienne, une promenade aérienne, comme on le dit. C'est un transport aérien avec un régime de responsabilité ad hoc. Avant la loi de 2021, du 8 octobre 2021, qui a adapté le droit français aux obligations dictées par l'Union européenne, le régime de responsabilité pour les transports aériens
interne, de passagers internes, était soumis à la Convention de Varsovie. La Convention de Varsovie, c'était la faute inexcusable à démontrer par la victime et avec c'est-à-dire un système absolument impossible. Impossible, c'est très compliqué de démontrer la faute inexcusable. Et donc, voilà, très peu favorable. Et c'est là où je rebondis sur ce que disait Emma Dintaras ce matin, qui disait que l'Union européenne venait de diminuer ou en tout cas compliquer l'indemnisation des victimes. Alors là, pour le coup, c'est l'inverse, puisque désormais, depuis cette loi, c'est la loi de la Convention de Montréal qui s'applique dans les vols internes. Or, la Convention de Montréal donc, prévoit donc cette responsabilité sans faute avec une absence d'exonération possible si elle ne démontre pas ne pas avoir commis de faute. Donc voilà, les choses sont quand même plus simples désormais. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je vais traiter de la question c'est plutôt la question des non-transports. Ce qui est particulier, tu as abordé toute la question des vols internes et là, c'est la particularité des activités de non-transport. Déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est important d'identifier les activités dites de non-transport? Quel est l'enjeu de cette qualification? Cette qualification, elle est déterminante parce qu'elle va permettre de fixer le régime qui est applicable et plus précisément si les dispositions de la Convention de Montréal, qui ont été détaillées par Solène, seront appliquées. Donc, je ne voudrais pas citer une collègue, mais je vais la citer. C'est extrêmement important de pouvoir déterminer la qualification. Je ne vais pas insister sur le terme grave, 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 mais c'est important de retenir ça, et notamment le critère. Donc, parce qu'effectivement, les passagers qui vont se trouver à bord de l'aéronef ne seront pas considérés comme passagers aériens et ne peuvent en invoquer le statut. De ce fait, elles vont simplement pouvoir invoquer les règles de droit commun. Alors, comment identifier ces activités de non-transport? Il faut rechercher la prestation principale de cette activité. Savoir si la prestation principale, c'est la prestation principale de transport. Comme vous l'a dit Solène, il y a notamment l'article L 6400-1 du Code des transports qui définit le transport aérien. Ça consiste à acheminer par aéronef, par un avion ou autre, d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier. Mais là, on s'intéresse aux passagers. Il faut que le déplacement ne soit pas l'accessoire d'une autre activité. Le déplacement de la personne peut être impliqué dans une opération qui est plus vaste et ne présente qu'un caractère accessoire. Et c'est là que les choses se compliquent et c'est là qu'on aime bien parce que c'est bien compliqué. Alors, par exemple, donc je vais vous présenter quelques situations. La première situation, vous avez la voltige aérienne. En résumé, c'est les opérations au niveau du 14 juillet. On voit ces avions qui tournent dans tous les sens. Et là, il y a dans un arrêt, malheureusement, lors d'un exercice de voltige aérienne, l'avion s'est écrasé au sol. Le pilote et son passager sont tués dans cet accident. Le pilote a été jugé comme seul responsable de l'accident. La famille du passager agit contre l'héritière du pilote et sollicite l'application du droit relatif au transport aérien. Et là, la Cour de cassation, elle va décider qu'un exercice de voltige aérienne ne consiste pas en une simple promenade, mais en des figures de voltige et ainsi pour but la participation sportive consistant pour le passager à supporter les changements d'orientation, d'accélération, décélération de l'appareil. En résumé, il est dans l'avion, mais il est dans le cadre il participe avec tous les mouvements qui vont avec. Donc, de ce fait, malheureusement pour lui, ça sera le droit commun de la responsabilité civile et pas la simplification de la Convention de Montréal. Le vol n'a pas pour finalité l'acheminement du passager. Donc, on exclut tout ce qui se rapporte à la Convention de Montréal. Alors, autre situation, c'est le travail aérien. Qu'est-ce que c'est? C'est toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que le transport.
Vous avez par exemple les opérations aériennes qui sont réalisées dans le cadre de la lutte contre les incendies, la surveillance aérienne, les publicités aériennes. Par exemple, je prendrai un avion avec une affiche géante, avec les écritures du ciel « J'aime le dommage corporel » en très très grand, et bien là, vous êtes dans du travail aérien. Bon, c'est aussi le traitement agricole et phytosanitaire, mais c'est un peu moins fun. Alors, justement, il y a un arrêt qui était intéressant, c'était sur la photographie aérienne. C'est un arrêt du 15 janvier 2024. Un ULM appartient à un aéroclub qui s'est écrasé peu de temps après le décollage de l'aérodrome, causant la mort du pilote, membre de l'aéroclub et de l'unique passager. Donc, la question, vous avez compris, c'est de savoir si ce pauvre passager, il va pouvoir faire appliquer la Convention de Montréal. Donc là, on a les ayants droit du passager décédé qui ont assigné l'aéroclub, son assureur en indemnisation de leur préjudice sur le fondement des articles relatifs qui sont transposés par rapport à la Convention de Montréal et à titre subsidiaire sur l'ancien article 1384. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que le vol en cause, au cours duquel l'accident était intervenu, était destiné à la réalisation par le passager de photographies aériennes des berges de la Vienne. Car en fin de compte, le passager, lui, il intervenait dans le besoin de son activité professionnelle de technicien de rivière. Donc, la réponse, malheureusement, elle est attendue. Attendu qu'il résulte de ces constatations et appréciations que le vol en cause, dont l'objet principal était la réalisation d'un travail aérien, la photographie, et non un simple déplacement d'un point à un autre, n'avait pu donner lieu à la conclusion d'un contrat de transport aérien avec l'aéroclub. Alors, vous avez d'autres exemples, par exemple un tournage d'un film, vous avez également le vol de reconnaissance de feux de forêt, vous avez également les opérations d'assistance et d'évacuation effectuées par voie aérienne. Et là, la question, c'est de savoir l'évacuation par hélicoptère d'une personne blessée, si elle va rentrer dans le cadre du contrat de transport aérien. Il y a quelques décisions qui se contredisent, mais il y a un arrêt qui a reconnu que à partir du moment où le déplacement avait uniquement un but sanitaire, dans ce cas-là, on n'est pas dans le cadre d'un contrat de transport aérien. Alors, vous avez aussi, parce que pour compliquer les choses, c'est quand dans un voyage, vous avez deux situations différentes. Vous avez l'aller, et lors de l'aller, en fin de compte, vous embarquez les passagers pour qu'ils filment une manifestation. Et au retour, en revanche, c'est juste pour qu'on revienne au point de départ. Et bien, dans ce cas-là, l'aller, on est soumis au travail aérien, donc pas de convention de Montréal. Et dans le deuxième cas, là, il s'agissait bien d'un transport. Donc là, on est dans le transport aérien. Donc là, en résumé, il vaut mieux avoir l'accident dans le deuxième cas et pas dans la première partie. Bon, là, on a évoqué, c'est lorsqu'on travaille et là, en fin de compte, on a bien compris que dès que c'est le travail aérien, c'est compliqué. Donc moi, ce que je vous propose, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipage à bord, il n'y a personne, c'est le drone. Alors, ouais, c'est le deuxième slide. Alors, un drone, au sens strict, c'est un appareil, un aéronef, sans pilote, sans équipage à bord. Il est généralement piloté à distance par un opérateur humain et peut avoir un degré plus ou moins important d'autonomie. Vous avez deux sortes d'utilisation. Vous avez le drone de loisirs et de compétition. Vous pouvez même le faire en club. C'est l'aéromodélisme. Il y a également l'expérimentation. Et ensuite, vous avez le deuxième type qui est beaucoup plus encadré. C'est le drone professionnel. Alors, par rapport au drone de loisirs, il y a eu toute une modification des textes en 2021 qui s'est fondée principalement sur les textes européens. Alors, il y a deux textes qui sont importants. C'est le règlement délégué du 12 mars 2019 et le règlement d'exécution du 24 mai 2019. Et c'est transposé dans les articles du Code des transports
L6131-1 et L6131-2. Donc, l'objectif, en fin de compte, c'est de protéger les personnes qui sont au sol contre les chutes de drones et de protéger aussi les autres usagers du ciel en évitant les collisions. Alors, j'ai pu parcourir tous les différents types de drones. Je vous rassure, je vais vous éviter tout ça parce que je n'ai pas tout compris en plus. Donc, il vaut mieux éviter de se lancer là-dedans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 catégories. Il y a la catégorie ouverte, c'est les opérations à faible risque. Il y a la catégorie spécifique, c'est à risque modéré. Et il y a la catégorie certifiée, là, c'est vraiment à très haut risque. En pratique, la plupart des vols de loisirs, on est dans la catégorie ouverte. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser uniquement à cette catégorie. Alors après, vous avez des sous-classifications en fonction du poids. Mais la question qui est importante, c'est pourquoi il y a toutes ces classifications. Il y a toutes ces classifications, c'est pour déterminer les exigences par rapport à l'utilisateur, à l'exploitant. Plus l'aéronef est lourd, plus le drone est lourd, et plus les distances de sécurité avec les tiers doivent être importantes. Mais c'est aussi le niveau de formation qui est exigé pour le télépilote. Par exemple, vous allez passer du simple examen en ligne avec une attestation de suivi à la fin au niveau de il faut passer un examen dans un centre agréé pour avoir un certificat spécialisé. Alors, après, il y a quelques règles qui sont spécifiques pour télépiloter un drone de loisirs. Il ne faut pas survoler ni les personnes, ni les véhicules, ni a fortiori les rassemblements de personnes. Il faut respecter les hauteurs maximales de vol, c'est environ, c'est soit 120 mètres. Il faut garder le drone dans un champ de vision, il ne faut pas l'utiliser la nuit. Enfin, il y a vraiment pas mal de règles. Et il y a notamment la règle qui semble, bon, à partir du moment où on pense au drone, on pense à ça, c'est le fait de respecter le droit à la vie privée. Alors, au niveau des responsabilités, donc, il y a 2 situations. Vous avez la collision entre 2 drones ou entre un drone et un autre type d'aéronef, un avion, etc. Et vous avez la deuxième situation, c'est des dommages causés aux tiers par les évolutions du drone, avec des objets qui font s'en détacher. Par exemple, il y a l'hélice qui va se détacher. Alors, j'ai regardé quand même parce que si je pouvais trouver des exemples de drones où il y avait eu des accidents de dommages corporels, il y en a eu. Il y a eu notamment en décembre dernier, mais ça c'était aux États-Unis, on utilisait des drones lumineux qui avaient chuté dans la foule et qui avaient touché un jeune garçon au niveau de la poitrine. Donc il y a pas mal d'accidents quand même qui se produisent, donc c'est important que ça soit qu'il y ait une législation. Il y a notamment un drone qui a percuté un avion de British Airlines. Enfin, il y avait aussi, avant toute cette réforme, de 2021, il y avait eu un accident qui était relativement grave. C'est une chute de drone en juillet 2019 sur une foule dans un concert d'électro au Bucarest. Et donc, dans ce cas-là, c'était la première fois qu'il y avait une enquête BEA qui avait été ouverte. Alors, dans le premier cas, c'est-à-dire la collision entre drone et un autre aéronef, dans ce cas-là, le texte est très simple, il va y avoir la responsabilité du pilote et de l'exploitant, et on renvoie aux règles du Code civil, tout simplement. Donc, c'est les articles 1240 et 1242, avec le choix pour le demandeur, avec une préférence forcément pour 1242. Dans le deuxième cas, c'est des dommages au sol ou objets qui s'en détachent. Et là, c'est également une responsabilité qui sera de plein droit et pour l'exploitant qui pourra s'exonérer que par la preuve de la faute de la victime. Par exemple, la victime est dans une zone interdite. Après, vous avez aussi la situation où là, il y a une location de l'aéronef. Et là, le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables. Après, vous pouvez aussi rechercher la responsabilité du fabricant, et là, c'est tout ce qui concerne notamment les produits défectueux. Enfin, la question qui va se poser par rapport à tout ça, si vous avez un drone ou si vous voulez en posséder un, c'est est-ce que je suis obligé de m'assurer? Et pour les drones de loisirs, vous n'avez pas d'obligation d'assurance. En revanche, pour les professionnels, c'est obligatoire.
Après, quand on est dans le cadre d'un club qui est affilié, le club, lui, il est dans l'obligation de s'assurer. Ah oui, non, mais d'ailleurs, juste pour finir, j'avais lu un truc qui était intéressant au niveau prospective et qui ressemble un petit peu à ce qu'avait dit Laurence Claire-Renaud, c'était les drones, les avions taxis qui pouvaient transporter, mais la question c'était effectivement de savoir la répartition au niveau de la responsabilité. Mais après, Solène m'a expliqué qu'il faudrait des drones qui soient vraiment Très gros, ouais. très gros. Ouais. Quand même, il y a quand même quelques spécificités dans les accidents aériens que je voulais juste traiter de manière très rapide. C'est comment démontrer la faute, puisque la faute, certes, elle est, même si on est sur un régime, la compagnie aérienne, responsabilité dite sans faute, néanmoins, il y a quand même toute une recherche des responsabilités, en tout cas des causes de l'accident, puisque le BEA ne cherche pas les dites responsabilités précisément, mais il y a quand même une recherche de cause. Il y a plusieurs types d'enquêtes. Il y a l'enquête technique qui est faite par qui est faite par le BEA, enfin, en l'occurrence quand l'accident a lieu en France ou quand l'avion est fabriqué en France ou quand la compagnie aérienne est française, etc. Et qui procède à une enquête dite indépendante et établit dans les délais, quand même dans le délai de 2 ans, puisque nous avons quand même 2 ans pour assigner, donc assez rapidement quand même, pour faire un rapport. Vous verrez d'ailleurs qu'ils sont publiés sur le site internet du BEA et qui publie à la fois des rapports d'accidents et à la fois des rapports plus techniques de manière générale. Il y a aussi l'enquête pénale qui coexiste avec l'enquête du BEA et qui détermine là pour le coup les responsabilités. Alors parfois, il arrive que l'enquête du BEA et l'enquête pénale, ils n'arrivent pas du tout à la même conclusion. Et donc, on est quand même, nous, en tant que plaideurs, dans une situation un peu compliquée. Si bien qu'on peut avoir recours à l'expertise judiciaire, et là, il peut arriver que l'expert judiciaire ne soit pas d'accord avec le BEA, ne soit pas d'accord non plus avec l'enquête pénale. Ça arrive très souvent, donc c'est pas simple. Oui. Alors, je voulais juste parler parce que là, pour le coup, c'est juste sur je voulais quand même parler de deux dossiers dans lesquels j'ai été impliquée, dans lequel il y a des problématiques, 3 dossiers, dans lesquels il y a des problématiques de responsabilité du fait des produits. Parce que là, la responsabilité de la compagnie, etc., on en parle beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup de dossiers où c'est quand même le fabricant qui est en cause. C'est juste pour les anecdotes, c'est pas très... Il y a eu un accident d'hélicoptère en Norvège dans lequel 12 personnes revenaient d'une plateforme pétrolière et il se trouve que l'hélice s'est détachée de la cellule. Voilà. Donc là, on était vraiment dans la responsabilité du fait des produits sans difficulté. Un autre dossier où j'ai eu un monsieur qui prenait une leçon de pilotage et le carburateur avait un joint qui était complètement déplié, complètement plié, qui a causé un arrêt moteur et l'avion a craché. Là aussi, ça a été jugé comme étant responsabilité du fait des produits. Et puis peut-être un dossier assez emblématique qui est le dossier Boeing, les deux dossiers de Boeing 737 MAX qui ont fait autour de 350 morts. Là aussi, Boeing a été jugé, il n'a pas été jugé en l'occurrence, mais a reconnu sa responsabilité dans la confection de l'avion.